Salut les geekettes et salut les geeks, bienvenue dans 100%. Aujourd'hui nous reviendrons sur Path of Exile. Et dans Money Shot, pour de vrai, on me l'a promis, cette fois-ci on aura vraiment la bande-annonce de Birdman. Alors on commence par un petit échauffement avec la page d'actu. Le Nintendo Direct de la semaine dernière était riche en annonces. La firme a profité de cet événement pour nous en dire plus sur Splatoon, l'une des plus grandes surprises de l'E3 2014. Dans ce jeu de paintball virtuel, une grande place fera office de hub central dans lequel les joueurs pourront communiquer, lancer des batailles en ligne, mais aussi customiser leurs personnages en échangeant leurs points gagnés au combat contre armes, casquettes et autres t-shirts. Splatoon sortira sur Wii U dans le courant du mois de mai. On reste sur la même console avec un magnifique trailer de Xenoblade Chronicles X. À l'heure où sont écrites ces lignes, nous ne savons pas si ce futur open world sera une suite directe de l'excellent RPG sorti sur Wii en 2011, mais il a déjà été annoncé que plusieurs éléments et personnages relieront les deux jeux entre eux. Xenoblade Chronicles X est prévu pour le courant de l'année 2015. On l'attend déjà avec impatience à la rédaction. On reste sur la même licence, mais on change de console avec un remake de Xenoblade Chronicles exclusif à la New 3DS et à la New 3DS XL. Développé par Monster Games, le jeu bénéficiera des fonctionnalités de la console portable, à savoir affichage de la carte sur l'écran tactile bien sûr, mais aussi exploitation de la 3D en relief, avec l'apparition d'un mode inédit où les joueurs pourront admirer les modèles sous tous les angles. Xenoblade Chronicles 3D sortira le 2 avril prochain. Annoncé lors de l'E3 dernier, le prochain Mario vs Donkey Kong sera placé sous le signe du partage. Le mode créateur de stage sera en effet doté d'une nouvelle fonctionnalité permettant aux joueurs de se récompenser entre eux. Par exemple, si vous avez apprécié un niveau créé par un membre de la communauté, il sera possible de l'encourager à partager ses créations en lui donnant une sorte de pourboire ou tip en anglais. Il faut savoir aussi qu'en achetant Mario vs Donkey Kong Tipping Stars, un autre code de téléchargement du jeu sera offert et ainsi de suite pour propager la bonne parole. Ou alors, vous pourrez vous procurer le jeu sur une autre plateforme et continuer votre partie sur Wii U ou sur 3DS. Et évidemment, on a gardé le meilleur pour la fin. La présentation de Nintendo s'est clôturée sur une annonce qui nous a tous surpris, la date de sortie de Zelda Majora's Mask pour 3DS. On sait désormais qu'il n'y a qu'un mois à attendre avant de pouvoir mettre la main sur cet excellent, angoissant mais fascinant jeu d'aventure, sorti initialement sur Nintendo 64 il y a 15 ans. Nintendo profitera de cet événement pour commercialiser un bundle avec une New 3DS aux couleurs de Zelda. Les gens se sont rués dessus, et à l'heure où est diffusée cette news, il doit être difficile de pouvoir réserver un tel objet. Zelda Majora's Mask sortira le 13 février et fera évidemment l'objet d'une critique dans un prochain 100%. Lors d'une précédente émission, nous vous avions déjà parlé de Path of Exile, hack and slash néo-zélandais concurrent de Diablo 3. Depuis sa sortie en 2013, le jeu a beaucoup évolué, puisqu'il se rapproche désormais plus d'un Frogger, dans lequel vous devez aider votre personnage à traverser une route en évitant les différents véhicules. C'est Path of Exile qui traverse la route et Path of Exile. Ouais, et je m'aperçois que ça marche moins bien qu'avec Paf le chien. Bonjour et bienvenue dans la première chronique flash de l'histoire de No Life. C'est peut-être pas tout à fait un événement historique, mais vous pourrez tout de même dire que vous y étiez, et c'est déjà ça. Ici, on va parler de jeux vidéo, bien sûr, mais pas vraiment de la même manière qu'on peut le faire dans une critique. Ici, on prend le temps. C'est pas nécessairement qu'on s'étend, c'est plutôt qu'on attend. On attend quelques mois avant de revenir prendre des nouvelles d'un jeu, de plusieurs jeux, ou même d'un événement, pourquoi pas. On y revient tranquillement, la tête froide, parce que c'est important et parce que ça peut être intéressant. On y parle de jeux déjà critiqués ou non sur la chaîne, ça n'a pas vraiment d'importance. Le but n'est pas tant de juger les choses que de les observer. Bref, on regarde en arrière, mais pas trop, parce que c'est pas du rétro. Et dans cette première chronique donc, on va parler, comme vous l'avez sûrement déjà deviné, de Path of Exile. Parce que, je sais pas si vous l'aviez remarqué. C'est beaucoup mieux dans Path of Exile. Ouais. Comme Path of Exile par exemple. Path of Exile. Ouais. Path of Exile donc. Mais moi j'aime bien Path of Exile. Path of Exile. Hello darkness my old friend. Alors on va parler de Path of Exile. On va essayer de voir comment le jeu de Grinding Gear Games entend conserver ses joueurs 2 ans après la sortie de sa bêta ouverte et face à un certain Diablo 3.
Et on va essayer de voir comment son statut de jeu gratuit le pousse à faire des choix drastiques et diamétralement opposés à ceux de son plus gros concurrent, auquel il doit pourtant tout. Path of Exile est un Diablo-like, et ceci implique qu'il est avant tout un hack and slash. C'est-à-dire qu'il se divise en plusieurs actes, eux-mêmes délimités par certains ensembles de zones générées semi-aléatoirement, peuplées d'ennemis générés semi-aléatoirement, sur lesquels on va être amené à cliquer pour les tuer et récupérer des objets générés aléatoirement. Path of Exile, comme l'ensemble du hack and slash moderne, c'est le royaume du hasard. Le royaume du faux hasard en fait, c'est-à-dire des probabilités sur lesquelles le jeu et le joueur influent simultanément, parfois de manière conflictuelle. C'est ce hasard cadré, couplé au principe éprouvé de la quête de puissance, qui peut finalement faire tout l'intérêt du jeu. Le personnage ultime, l'objet ou l'équipement ultime, existent et n'existent pas à la fois. Ils sont là quelque part potentiellement, mais soumis qu'ils sont à des paramètres aléatoires trop nombreux, on ne les trouvera jamais vraiment. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais sachez si ça n'est pas déjà le cas, qu'à chaque fois qu'un objet est généré par le jeu, il est question de déterminer un ensemble, un sous-ensemble, un type, un niveau, une rareté, des suffixes et préfixes que l'on regroupe en affixes, puis pour chacun de ces affixes, une ou plusieurs valeurs contenues dans des fourchettes plus ou moins larges. Ce sont ces filtres d'aléatoires successifs et le fait qu'à chaque situation correspondent certains besoins précis qui font de l'objet ultime un concept assez abstrait et inatteignable, mais envisageable tout de même. Et c'est potentiellement pour ça que l'on joue aux jeux du genre. C'est pour ça qu'on y plonge souvent la tête la première et qu'on peut leur consacrer des quantités hautement déraisonnables de temps et d'investissement personnel. Parce qu'on sait qu'on a extrêmement peu de chances de tomber sur ce que l'on cherche vraiment, mais qu'on sait cependant que la possibilité existe. Tout ça est finalement affaire de voyage et de destination. Chaque jeu a son propre point de vue sur la question, et ceux de Path of Exile et Diablo 3 sont diamétralement opposés. Diablo 3 tient à ce que cette destination, c'est-à-dire le personnage optimal équipé de manière optimale, soit toujours visible et raisonnablement atteignable. Pour ce faire, il a plusieurs arguments de poids. Son côté très fermé d'abord, qui verrouille les possibilités de création de personnages en les limitant à 6 classes et de petits arbres de talent que l'on peut réagencer à volonté et à tout moment. Son principe d'ensemble ensuite, qui offre à chaque classe un ou deux sets d'équipements clairement au-dessus du reste et considéré à juste titre comme le principal but à atteindre. Et sa manière de gérer le butin enfin, qui après les sombres heures de l'hôtel des ventes facilite désormais grandement la génération d'objets rares utiles pour la classe jouée. Tout ça fait qu'un joueur un minimum investi aujourd'hui dans Reaper of Souls sait très tôt ce qu'il cherche et peut être assuré qu'il l'obtiendra assez rapidement. Encadrant sévèrement leurs perspectives d'évolution, en leur présentant clairement leur objectif et en leur facilitant son accès, Blizzard offre à ses joueurs un voyage certes court mais rassurant et agréable avant tout. À l'échelle du genre, on peut parler de plaisir immédiat. Path of Exile, de son côté, fait tout l'inverse. Il propose au contraire un système de jeu très ouvert, basé sur 3 attributs, la force, la dextérité et l'intelligence. Des attributs qui déterminent les performances des personnages ou leur capacité à utiliser différents types d'équipements ou de compétences, et autour desquels a été dessiné un arbre de talent immense, qui ne permet la respécialisation que de manière très limitée. Les 7 classes du jeu se distinguent uniquement par leur point de départ sur cet arbre et ne sont soumises à aucune restriction d'équipement ou de compétences, puisque l'accès à ces dernières est déterminé par l'enchâssement dans l'équipement de gemmes universelles dont certaines peuvent être liées entre elles pour des résultats variables. Les possibilités offertes par un tel système sont immenses, et le jeu encourage à les tester à la dure, en ne favorisant d'aucune manière l'obtention d'équipements adaptés aux personnages joués. En contrepartie, il offre aux joueurs de nombreuses manières d'influer sur ces objets, grâce à certains outils spéciaux et souvent très rares qui permettent de modifier leur rareté, leur capacité à recevoir des gemmes, mais aussi le nombre, la nature ou la valeur de leurs affixes, mais toujours de manière aléatoire. Le jeu tient à ce que l'on expérimente et nous le rappelle constamment, notamment quand Grindir Gear Games présente régulièrement ses vidéos intitulées Build of the Week, dans lesquelles on peut découvrir des archétypes de personnages parfois très efficaces et parfois très originaux. This build has limited hardcore viability, but can brute force its way through most non-map areas on its own without much trouble. Tout à fait révélateur de cet esprit, les objets uniques sont dans Path of Exile des équipements aux affixes prédéterminés et parfois très étranges. Rarement intrinsèquement mieux que les autres, ils avancent souvent autant de grosses qualités que de lourds défauts qu'il va falloir contourner en créant un personnage pour l'occasion. Path of Exile multiplie ses destinations. Il en crée une infinité potentielle au risque de nous perdre parce qu'il ne veut pas que l'on puisse en voir le bout. En tant que free-to-play entretenu par la vente de différents effets cosmétiques optionnels, il doit impérativement fédérer constamment une quantité de joueurs très importante. Quand Diablo 3 tente d'attirer les nouveaux joueurs, Path of Exile essaye plutôt de conserver les anciens, même s'il risque ainsi de prendre l'aspect d'un monstre austère et indomptable pour les néophytes.
Cependant, si la destination est une chose et le voyage en est une autre, il reste toujours le paysage. C'est-à-dire, en l'occurrence, la manière qu'un développeur peut avoir de nous faire oublier que l'on clique sans cesse sur les mêmes ennemis pour atteindre ce but plus ou moins réel. À cette question aussi, Path of Exile et son principal concurrent apportent deux réponses tout à fait différentes. Diablo 3 mise beaucoup sur la réalisation et sur le savoir-faire indéniable de Blizzard quand il s'agit de faire des jeux faciles et plaisants à prendre en main. On oublie qu'on se contente de cliquer sur des monstres parce que ces derniers volent dans tous les sens à chaque attaque, parce que le décor lui-même vole en éclats sous nos assauts et parce que chaque coup porté a un vrai poids. Là aussi on peut parler de plaisir immédiat. Il est extrêmement plaisant de jouer à Diablo 3. Bien assez pour qu'on puisse décider de l'acheter après l'avoir testé brièvement ou même l'avoir simplement vu tourner. Et c'est tout ce que souhaite Blizzard, qui ne multiplie en revanche pas vraiment les efforts quand il s'agit de faire vivre son jeu sur la durée. Soumis à un calendrier fait de mises à jour assez rares et d'extensions encore plus rares, Diablo 3 reste assez figé. Il n'est pas très éloquent quand il s'agit d'aborder le contenu de late game également, et les failles supérieures ou les gemmes légendaires apportées par la version 2.1 de l'été dernier n'ont pas tant été conçues pour occuper les joueurs longtemps que pour les attirer. Path of Exile de son côté préfère multiplier ses appels pour s'assurer des flux de joueurs constants et y consacre bien plus d'efforts qu'il n'en dédie à sa réalisation ou à sa prise en main. Assez daté techniquement, il peine à rendre vivants ses environnements comme ses combats, autant qu'à donner de l'impact aux attaques portées. En revanche, depuis sa sortie officielle, il ajoute ponctuellement du contenu concret en matière d'actes complets ou partiels, et multiplie surtout les ligues temporaires qui apportent chacune leur lot de règles, d'événements ou d'ennemis spéciaux, ainsi que de nouveaux objets ou compétences. Étalées sur 3 mois, elles remettent également régulièrement l'économie du jeu à zéro et finissent toujours par être absorbées par les ligues permanentes, qui restent ainsi en mutation constante et s'enrichissent progressivement. En parallèle évoluent aussi les courses, des événements réguliers qui invitent les joueurs à atteindre différents objectifs en temps limité, de 12 minutes à 4 heures actuellement, pour accumuler des points et débloquer des récompenses variées. Tout ça n'est pas directement visible ni pleinement appréciable par les personnes extérieures, mais là encore le but est avant tout de conserver les joueurs déjà convertis. Path of Exile, en tant que jeu gratuit qui se refuse absolument au pay-to-win, ne gagne concrètement rien quand il attire une nouvelle personne, mais pourra éventuellement s'attirer sa reconnaissance et ses faveurs en l'occupant et en la flattant assez longtemps. Et donc il place son plaisir assez loin du joueur débutant, qui devra passer par une étape d'apprentissage assez longue avant d'être à même d'y goûter pleinement et régulièrement. A l'inverse, Diablo 3 ne gagne pas grand chose à conserver un joueur qui a déjà payé à l'achat, et qui n'y trouvera plus aucun moyen d'y consacrer davantage d'argent depuis Reaper of Souls et l'abandon de l'hôtel des ventes, si ce n'est à la sortie potentielle d'une prochaine extension. Et donc il place son plaisir près du joueur débutant, qui pourra y goûter dès la première partie lancée et en obtiendra une dose concentrée et régulière pendant une période relativement courte, avant que les vannes soient soudainement coupées. Alors, si Path of Exile et Diablo 3 sont fondamentalement différents tout en appartenant au même genre, c'est avant tout parce que leurs développeurs respectifs ne font pas face aux mêmes enjeux et ne placent pas leurs priorités au même endroit. C'est assez ironique quand on sait que le suivi et le caractère très ouvert de Path of Exile doivent à l'origine tout à Diablo 2 et son extension Lord of Destruction, dont les ladders, les charmes et les runes ont à l'époque fait entrer le genre dans une nouvelle ère. Et c'est sûrement pour ça que l'on entend régulièrement dire aujourd'hui que Path of Exile est le véritable Diablo 3. C'est aberrant bien entendu, le véritable Diablo 3 est de fait celui de Blizzard. Le jeu de Grindr Gear Games tient plutôt en réalité de la version moderne de Diablo 2, dont les inventions d'hier sont les forces d'un modèle de free-to-play équitable d'aujourd'hui. Il est grand temps à présent de retrouver les petites perles que Jonathan sait nous distiller à chaque fois dans son émission Money Shot. Et nous allons retrouver la bande-annonce de Inherent Vice et de Birdman. Birdman qui est un film très sympathique, avec une anecdote, c'est que j'avais déjà fait le lancement pour un précédent Money Shot, et que finalement on n'a pas vu la bande-annonce de Birdman et que je suis passé pour une Birdman. Voilà, donc merci Jonathan. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, on s'intéresse au nouveau film de deux cinéastes renommés avec Inherent Vice et Birdman. Paul Thomas Anderson est un réalisateur salué par la critique et le public depuis Boogie Nights en 1997. Il a poursuivi sa lancée avec le superbe Magnolia et le touchant Punch Drunk Love et le fantastique There Will Be Blood. Cependant, cette unanimité s'est fendue avec The Master qui divisa énormément au moment de sa sortie. Pour son prochain film, PTA comme on le surnomme, revient avec un sujet plus léger que ses derniers projets en adaptant le roman Inherent Vice de Thomas Pynchon.
L'histoire suit Doc Sportello, un détective privé un peu ringard, dont l'ex-petite amie surgit un beau jour pour lui raconter qu'elle est tombée amoureuse d'un milliardaire. Mais elle craint que l'épouse de ce dernier ne conspire avec l'aide de son amant pour faire interner le milliardaire dans un asile afin de mettre la main sur sa fortune. Par amour, Doc va alors plonger la main dans ce panier de crabes et s'attirer beaucoup d'ennuis. Pour Inherent Vice, PTA s'adjoint à nouveau les services de l'excellentissime Joaquin Phoenix, mais aussi Reese Witherspoon, Owen Wilson, Josh Brolin, Jenna Malone, Benicio del Toro, Martin Short ou encore Eric Roberts. À la vue de la bande-annonce, Inherent Vice a l'air d'être un polar un peu loufoque et assez réjouissant avec un Joaquin Phoenix complètement barré. Un genre dans lequel on a rarement eu l'occasion de voir le comédien. Mais ce que l'on retient le plus, c'est bien la patine visuelle des images. Elle a un aspect un peu fumeux et granuleux, comme si le film sortait tout droit des années 70, période durant laquelle se déroule l'intrigue. Inherent Vice sortira le 4 mars 2015 et on espère que le film sera aussi réjouissant que sa bande-annonce. If it's a quiet night out at the beach and your ex-old lady suddenly out of nowhere shows up with a story about her current billionaire land developer boyfriend and his wife and her boyfriend and a plot to kidnap the billionaire and throw him in a loony bin, I need your help, Doc. maybe you should just look the other way. But if you're Doc, it may all start to get a little peculiar after that. Michael Z. Wolfman. And Mickey Wolfman. Mickey Wolfman has vanished. So where would I find him? He's technically Jewish, but wants to be a Nazi. And a girl don't necessarily want to get into difficulties with those folks. You got a spare picture I could borrow? Ah! Well, maybe you're better off with the Nazis. Whoa. Are you all right? Am I? Are you? Ordinarily, we're the ones asking the questions. And your question is, which side am I on? Good question. Wrong answer. Choto, Kinichiro, Dozo, Moto Panakeku, Moto Panakeku, Moto Panakeku, Hai, Hai, Hai. I get you! Don't know much about history. Doc may not be a do-gooder, but he's done good. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Good luck, Doc. What a wonderful world this would be. Coming just in time for Christmas. Alejandro González Iñárritu est lui aussi un cinéaste célébré, notamment dans différents festivals à travers le monde. Après Amour chienne, 21 grammes, Babel et Beautiful, il revient avec un projet atypique nommé Birdman. Le scénario s'intéresse à l'acteur Regan Thompson, devenu célèbre grâce au super-héros Birdman qu'il incarna à 3 reprises au cinéma dans les années 90. Devenu has-been, il essaye de monter une pièce à Broadway autour du personnage de Birdman dans l'espoir de renouer avec sa gloire passée. Un parcours étrangement similaire à celui de Michael Keaton qui incarne Regan Thompson. Lui aussi a connu la gloire en incarnant un super-héros à la fin des années 80, en l'occurrence Batman, avant de se faire plus rare sur les écrans. À ses côtés on retrouvera Edward Norton, Zach Galifianakis, Emma Stone, Naomi Watts et Andrea Riseborough. Birdman est un film qui nous excite énormément, déjà pour son scénario qui fait énormément écho à la vie de son acteur principal. Ensuite, grâce aux différentes bandes annonces extrêmement bien réalisées. Enfin, pour le défi technique qu'il représente, puisque Birdman est constitué d'un immense faux plan séquence de 2 heures. Une prouesse réalisée grâce au talent du directeur photo Emmanuel Lubezki, rompu à cet exercice de style avec Les Fils de l'Homme et Gravity. Déjà considéré comme l'un des meilleurs films de l'année, Birdman est en bonne voie pour rafler quelques prix aux prochains Oscars. Vivement que l'on puisse se faire son avis lors de la sortie prévue pour le 25 février 2015. How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy? He used to be Birdman. I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Birdman 4? You do Birdman 4? Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. Shut up.
I'm gonna grab up on your ass, fucking choke you out. You know I'm right. You're so nice. Hey, what's up? Why don't you try to rest a little bit? Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, they seem to go bad. Listen to me. You are the original man. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're Birdman. You are a god. Hey! Is this for real or are you shooting a film? A film! You people are full of shit. Music. He's a Hollywood clown in a lycra bird suit. Yes, he is. But he's going out on that stage and risking everything. It's about being respected and validated. Remember, that's what you told me. That's how you got me into this shit. I got a chance to do something right. I gotta take it. Let's go back one more time and show them what we're capable of. There you go, you motherfucker. Don't be a dick. Let me get an autograph. Dude, you fucking rock. Pour finir, voici le teaser du très attendu Tomorrowland. Newton. Très attendu parce que c'est le nouveau film de Brad Bird, le réalisateur du Géant de Fer, Ratatouille, des Indestructibles et du 4e Mission Impossible. One money clip. N'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Cents, one Florida State driver's license, baseball cap, one pen, one pack of Beeman's gum, and whatever that is. That's not mine. What's not yours? The pen. I've never... What if there was a place? A secret place where nothing was impossible. No way. A miraculous place where you could actually change the world. You want to go? Vraiment, merci Jonathan, tu remontes dans mon estime. Ça fait tellement plaisir d'annoncer quelque chose dans la rubrique qui suit et de la retrouver, hein, pour une fois. C'est quand même beaucoup mieux. Imaginez, c'est comme si moi je vous annonçais des bisous et puis qu'en fait après il n'y en a pas. Ce serait vraiment sordide, cruel, laid. N'empêche que t'imagines si pour la deuxième fois, Jonathan il passe pas la bande-annonce de Birdman, hein? Comment je passe trop pour un con? En plus j'ai même pas fait de bisous. Ça tourne? Des bisous.